pendant la préparation du webinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à te côtoyer, Angela. Donc, Angela, tu as enseigné pendant plusieurs années un programme design de mode au Cégep Marie-Victorin avant de devenir conseillère pédagogique en 2008 au Collège Marie-Victorin. Tu es détentrice donc d'une maîtrise en enseignement collégial du secteur performant de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, où tu es maintenant aussi personne ressource. Depuis 2017, tu poursuis ta carrière professionnelle comme consultante et formatrice en pédagogie de l'enseignement supérieur. Tu t'intéresses à l'évaluation formative, à l'évaluation des apprentissages en créativité, ainsi qu'à l'approche de co-développement professionnel. Bienvenue, Angela. Annie-Claude, donc, Annie-Claude est conseillère pédagogique et répondante locale performant au Cégep de Rimouski. Tu es également aussi formatrice dans le programme performant. Tu es titulaire d'un diplôme de 2e cycle en enseignement de l'Université de Sherbrooke pour performant et d'une maîtrise en littérature québécoise de l'Université McGill. Tu as enseigné le français et la littérature au niveau collégial pendant plusieurs années. Et je me permets d'ajouter, je le rappelais à Annie-Claude, que j'ai eu le plaisir d'entendre la belle allocution d'Annie-Claude lorsqu'elle a reçu le prix du vecteur pédagogique décerné par la QPC en 2018. Félicitations encore une fois, Annie-Claude. Et je vous souhaite un très bon webinaire, tout le monde. Excellent. Merci beaucoup, Nicole, pour ces belles présentations. Et nous sommes justement à l'étape où on va commencer notre partie de contenu. Et ça nous fait énormément plaisir d'animer ce webinaire, cet atelier qui vise à amorcer une réflexion didactique sur les pratiques et les outils en matière d'évaluation de la créativité. Mais tout d'abord, nous vous proposons un sondage portant justement sur les différences et les points communs entre la pédagogie et la didactique. Donc, je demande à Nicole de lancer le sondage à ce moment-ci. Il y a 2 questions. On va attendre vos réponses, mais on va continuer tout de suite après. Vous voyez bien le sondage? Moi, je le vois. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de réponses qui sont entrées encore. Ah, ça commence à entrer. Parfait. Il y a quelqu'un qui dit, Marie-Sophie Briquet, qui ne voit pas. Le sondage. Et pourtant, il y a du monde qui vote. Il y a déjà 20 personnes qui ont voté. Des fois, il faut aller en bas, dans la barre en bas. Oui, peut-être aller voir s'il y a quelque chose, oui. Enfin, c'est aux participants. C'est parfait. C'est réglé pour elle. D'accord. Donc, les 2 questions. Quelle différence y a-t-il entre pédagogie et didactique? Vous avez 4 choix de réponse. Et quel point commun y a-t-il entre pédagogie et didactique? Jusqu'à maintenant, il y a sur les 81 personnes, 85 personnes qui sont présentes, 81 participants. Il y a 50 personnes qui ont déjà répondu. Alors, Angela et Annie-Claude, quand vous déciderez qu'il y a eu assez de réponses, jusqu'à maintenant, il y en a eu 54, on pourra présenter les résultats. 57, on peut se rendre jusqu'à 60. Ça demande de la réflexion quand même. Le taux de réponse est de pratiquement 80%. Oui, je pense qu'on pourrait l'arrêter maintenant, Nicole. Oui, d'accord. Oui. Et je partage les résultats que je vous laisse interpréter, mesdames. Très intéressant. OK. Parfait. Alors, vous savez, l'objectif de ce sondage était de faire ressortir les points de rencontre entre la pédagogie et la didactique.
et la complémentarité en même temps de ces deux approches. Je vois que plusieurs ont perçu déjà ces réalités. Plusieurs ont coché toutes ces réponses pour la première question et c'est exact en fait. Toutes les réponses s'appliquaient pour ce qui est des différences et les points communs, toutes ces réponses aussi. Et je vous explique pourquoi en quelques mots. Alors, vous avez à l'écran le triangle pédagogique qui représente la situation d'enseignement et d'apprentissage dont est responsable l'enseignant. Bien sûr, il y a un mot très important à noter à l'écran qui est le mot contexte. Cette situation-là s'inscrit dans un contexte bien précis, celui de votre collège, du programme dans lequel vous enseignez, du cadre spatio-temporel dans lequel vous vous situez comme enseignant. En voyant les réponses dans le clavardage au début, j'ai vu qu'on a une belle variété de participants. Certains enseignent dans les cours de ballet, techniques juridiques, informatique, arts et lettres, techniques du bâtiment. On a des enseignants, des conseillers pédagogiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes appelés dans votre travail à réfléchir aux 3 pôles du triangle pédagogique et à la relation qu'il y a entre chacun d'eux. Si on regarde plus particulièrement la relation entre le prof et les étudiants, on pourrait parler de ce qu'on appelle une relation pédagogique. Je dis on pourrait parler parce que vous savez que les experts dans le domaine proposent différentes définitions et comme on le disait, il y a des points de rencontre entre ces définitions-là. Ce qu'on vous propose aujourd'hui pour le webinaire, c'est de retenir la définition suivante de pédagogie. Ce sont toutes les questions sur le comment on enseigne. La pédagogie est centrée sur les étudiants, sur la relation entre le prof et l'étudiant et le groupe d'étudiants. Alors que la didactique, on va l'entendre aujourd'hui dans le sens de réflexion sur les contenus, c'est-à-dire qu'est-ce que j'enseigne? On n'est plus dans le comment, mais dans le quoi. Elle est centrée, la didactique, sur les contenus et sur la relation en particulier entre le prof et ces contenus-là, entre le prof et les savoirs à enseigner, mais aussi sur la relation entre les étudiants et ce savoir-là. Par savoir, on entend compétences, on entend connaissances de différents types. Donc, on va prendre le terme savoir au sens large. Donc, 3 relations, dont 2 en particulier, la relation didactique et la relation d'apprentissage, qui concernent les savoirs. C'est sur ces 2 axes-là du triangle qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et alors, on va vous proposer enfin de nous suivre au travers quelques fondements à l'aide d'un exemple éclair en architecture. On va faire par la suite une présentation d'une situation vécue, puis on va l'explorer et l'analyser avec une démarche, enfin une démarche qui propose 3 étapes qui étaient justement un petit peu détaillées là, dans l'article qu'il y avait à lire. Et ensuite, on va aboutir justement à la matière à réflexion. Donc, on va peut-être revenir là aux éléments que vous avez pu inscrire dans le chat au début et on va parler des ressources disponibles, mais aussi on va aborder vos questions dans le module Q&R. Alors, pour illustrer les fondements qui sont tirés de l'article que vous avez lu, qui était proposé enfin en lecture, nous avons un cas qui vient du DEC en architecture. Et dans le DEC en architecture, un critère d'évaluation est manifestation de créativité. C'est aussi le cas dans d'autres cours de ce programme, mais aussi dans l'épreuve synthèse de programme. Et si on continue, un défi se pose. Les étudiants ont une préconception qui est difficile à défaire. Ils croient que la création, c'est facile et qu'il n'y a pas de règles à suivre. Je pense qu'on a peut-être déjà entendu ça dans nos propres contextes des domaines. Mais pour la professeure, il est important de se demander pourquoi le bâtiment est beau. Il faut aussi admettre l'importance de l'environnement du bâtiment et sa pertinence pour les usagers, en plus de pouvoir justifier le rapport entre ces éléments. Donc, Annie-Claude, nous avons ici un mini-cas. Comment tu nous suggères de rentrer dans cette réflexion?
Alors, on a parlé précédemment du triangle pédagogique qui représente les différentes relations impliquées dans la situation d'apprentissage. Ce qu'on vous propose aujourd'hui pour pousser notre réflexion sur l'évaluation de la créativité plus loin, c'est d'utiliser un modèle qui a été élaboré par un groupe de travail, le groupe de travail sur la didactique de Performa. Et ce modèle-là a été inspiré par des travaux européens et américains sur la didactique en particulier. Donc, si on revient dans notre triangle, vous l'avez à l'écran, et qu'on s'intéresse au rôle du professeur dans l'élaboration de la situation d'apprentissage, on sait que le professeur ou même le conseiller pédagogique qui doit monter une formation ou monter un webinaire, par exemple, est appelé à se poser différentes questions pour être en mesure de faire des choix de contenu et des choix de critères d'évaluation dans le cas qui nous intéresse, en faisant un questionnement valide, structuré. Donc, ce que vous avez à l'écran autour du pôle professeur, c'est une carte mentale, c'est une grille de lecture, une grille d'analyse pour s'assurer de faire un questionnement complet. Pas nécessairement exhaustif. Vous allez voir qu'on va se poser beaucoup de questions aujourd'hui. Ce n'est pas l'exhaustivité des questions qui va être recherchée, mais plutôt la complétude en termes d'équilibre entre les différentes dimensions à interroger lorsqu'on fait un questionnement sur l'évaluation de la créativité. De cette façon-là, on pense que vous allez pouvoir transférer à votre contexte propre la discussion qu'on va avoir ensemble. Alors, si on pense plus particulièrement à la situation vécue en architecture, on pourrait déjà s'approprier le modèle que vous avez à l'écran. Vous avez fait les lectures préalables, donc on ne va pas s'attarder trop longtemps sur le sujet, mais on veut quand même vous donner quelques pistes. Angela, à la droite de l'écran, va commenter le modèle des 3P également. Donc, premièrement, si on pense à la situation en architecture qui vient d'être décrite, on sait que le prof s'interroge sur la vision de la créativité qui est la sienne, c'est-à-dire en architecture, qu'est-ce que ça veut dire la créativité? Ce n'est pas la même chose que dans d'autres domaines. Donc, une première question qui concerne, vous voyez bien qu'au centre du modèle à gauche, c'est le professeur. Et l'entrée 1, c'est ses propres savoirs disciplinaires et professionnels. L'enseignant se questionne sur son bagage académique, ses formations reçues, sur son expérience de travail et qu'est-ce que ces sources-là d'informations lui donnent comme lecture de la créativité. Deuxièmement, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on a l'entrée 2. Entrée 2, savoir enseigner. C'est bien écrit à enseigner parce que ce sont les informations incluses dans les documents de programme qui sont soit externes parce qu'ils viennent, par exemple, du ministère, et on parle des devis ministériels, évidemment. On a aussi les documents programmes internes, locaux, élaborés dans les cégeps pour l'appropriation du devis ministériel et le développement d'un programme local avec sa couleur propre. Et justement, Annie-Claude, c'est vraiment un beau moment pour que le professeur dise qu'est-ce que ça dit dans ces sources-là? Comment la créativité est exposée, est expliquée et comment c'est exposé par rapport à les 3P en évaluation, c'est-à-dire est-ce que la compétence décrit la créativité selon le produit créatif dont le résultat? Est-ce que c'est décrit selon la démarche ou le processus créatif? Est-ce que c'est décrit en comportement, donc la personne créative? Et est-ce que c'est décrit aussi dans le propos, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne, enfin, dit, son discours par rapport à sa démarche et son produit. Et c'est intéressant de regarder cette question pour voir est-ce qu'il y a matière à regarder les différentes pondérations, les différents équilibres qu'on peut faire quand on regarde la créativité. Qu'est-ce qui est important en architecture? Est-ce que c'est le résultat qui est important? Est-ce que c'est le processus qui est aussi important? Donc, c'est la combinaison. Et ça amène aussi, je crois, à d'autres questions, comme les étudiants. Regardons justement l'entrée 3, donc les rapports des étudiants au savoir. Les étudiants ont des préconceptions. Ça sera intéressant de poser la question.
pourquoi ils ont ces préconceptions-là, d'où viennent ces préconceptions et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour les changer? Qu'est-ce que tu en penses, Annie-Claude? On ne t'entend pas, Annie-Claude. Active ton... M'entendez-vous? Oui. L'entrée 3, pardon, ce sont toutes les questions qu'on se pose sur les difficultés des étudiants par rapport aux apprentissages. Angela, tu viens de nommer les préconceptions. Si on n'en tient pas compte, si on ne les fait pas émerger en créativité, il y a un risque qu'elles soient des obstacles à l'apprentissage par la suite. Aussi, concernant les étudiants, qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux d'apprendre? Est-ce que c'est surtout le processus créatif ou c'est de comprendre qu'est-ce qu'un produit de qualité hautement créatif ou c'est de commenter leur démarche, donc leurs propos sur leur démarche créative. L'entrée 3 est aussi à considérer. Donc, vous voyez que les 3 entrées qu'on vient de commenter sont en gris parce que ce sont des sources. Elles appartiennent donc à la même catégorie de questions et c'est 3 passages essentiels là, pour faire des choix pertinents en créativité. Maintenant, si on regarde les 2 autres entrées, Angela, matériel didactique, stratégie, tu nous as ouvert un peu la porte là, en parlant de comment on va faire émerger les préconceptions des étudiants sur la créativité. Bien, on va se construire du matériel didactique en fonction des choix de stratégie qu'on va faire pour aller vérifier la compréhension de certains concepts, certaines méthodes. Certaines attitudes aussi professionnelles qui seraient rattachées à la créativité. Donc, de ce côté-là, on pourrait se demander quelle évaluation formative on pourrait construire. Et la différence ici, là, pourquoi on est dans un questionnement didactique avant d'être pédagogique, c'est parce qu'on veut que nos choix soient vraiment adaptés à la nature particulière des contenus qu'on veut aller enseigner, faire apprendre, évaluer, parce qu'on n'évalue pas de la même façon tous les savoirs, comme vous savez. Alors, 5 dimensions du questionnement. On va les explorer tout au long de la rencontre. L'idée, je vous le rappelle, est de garder un équilibre, de circuler entre les différentes entrées pour gagner, disons, en complétude là, dans son questionnement. Merci, Annie-Claude. Je pense qu'on est rendu à justement démontrer à travers une situation vécue peut-être un petit peu plus détaillée. Là, on a fait juste un mini exemple. Et on a aujourd'hui pour vous, on a une vidéo d'une professeure en théâtre. Donc, on va le faire écouter dans quelques instants. Et par la suite, on va justement appliquer la démarche de résolution de problèmes en 3 étapes que vous avez lues dans l'article, où il y a dans ces 3 étapes-là exploration, que nous, on va le faire à travers le dialogue, enfin, avec le triangle pédagogique. Ensuite, on va faire l'étape 2, Annie-Claude et moi, on va le faire à travers un dialogue entre nous deux, mais aussi à l'aide de vos suggestions de questionnement avec le tableau blanc. Rendu là, je vais expliquer peut-être un petit peu plus comment vous pouvez enfin nommer les questions. Et finalement, on va terminer avec la conclusion de cette démarche qui est agir, dont les actions que la professeure pense qu'elle peut poursuivre. Donc, on va faire un retour avec elle. Donc, je pense que là, nous sommes prêtes, Annie-Claude, d'écouter la vidéo. Oui, puis j'invite les participants à porter attention en écoutant aux 3 pôles du triangle pédagogique qu'on vient de regarder. Donc, la prof, quel est son vécu? Les étudiants, qui sont-ils? L'objectif du cours? Peut-être prendre quelques notes, puis on va y revenir tout le monde ensemble. Donc, c'est une enseignante du Cégep de Rimouski, Marie-Josée Boudreau, qui a généreusement accepté, même dans le contexte mouvant que nous vivons, de nous partager son vécu. Puis, elle a très envie aussi d'avoir vos commentaires qui pourraient l'aider à développer ses stratégies en créativité.
Bonjour, mon nom est Marie-Josée Boudreau. Je suis enseignante au Cégep de Rimouski. C'est correct. Désolée. Dans le programme Arts, lettres et communication, option théâtre. Le problème pédagogique qu'on pose aujourd'hui, il s'agit de mon cours de production théâtrale, un cours qui s'adresse donc aux élèves de deuxième année de l'option théâtre, un cours dont la compétence est réaliser un projet de création. Donc, ce cours-là, production, vise à monter une pièce de théâtre. Mes étudiants sont des étudiants du programme, donc des étudiants hyper motivés là, par mon cours, mais de provenances diverses. C'est un programme là, sans audition, alors tout le monde peut participer, puis qui vont se diriger vers toutes sortes de destins. Donc, qui vont devenir psychologues, profs, etc. Mais certains peut-être iront vers le théâtre. Donc, la problématique que nous avons, les questions qu'on se pose, c'est en fait, il y a des gens qui ont naturellement plus de talent que d'autres, puis il y a des gens qui travaillent plus fort que d'autres. Il y a tout ça dans les évaluations. Puis, on se demande comment on peut, en fait, évaluer la créativité, l'originalité, le talent. On se demande quelle manifestation de la créativité on peut évaluer et comment le faire en essayant d'être le plus objectif et le plus équitable possible entre les élèves. Voilà. Alors, vous avez entendu Marie-Josée et vous avez peut-être noté quelques éléments qui devraient ressembler à ce que vous voyez à l'écran présentement. Le triangle pédagogique qu'on retrouve avec, à votre gauche en bas, le prof qui est... Marie-Josée est une prof d'expérience. Elle est spécialiste du jeu. Elle a fait de l'improvisation, entre autres, à un haut niveau. Puis elle a un questionnement. Elle se demande, entre autres, si la présence sur scène, le talent, le jeu, si ça s'évalue. Elle est en relation pédagogique avec ses étudiants. Donc, relation de confiance. On comprend que, en parlant plus longtemps avec elle, on a compris qu'elle avait une relation de confiance avec son groupe. Son groupe qui, lui, si je me dirige vers la droite du schéma, qui est hétérogène, hein, avec des étudiants au profil varié, des projets professionnels variés aussi. Hein. Elle a mentionné que certains voulaient aller en enseignement, d'autres en psychologie, certains aussi en jeu. En général, ils sont motivés par le cours. Alors, ça se passe bien du côté pédagogique. Maintenant, si on veut voir du côté des savoirs à enseigner et à faire apprendre, j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que ce schéma-là peut vous être utile lorsque vous réfléchissez à une situation comme prof que vous voulez modifier, améliorer, pour vous assurer de faire une première lecture complète. L'idée ici, là, quand on utilise le triangle pédagogique, ce n'est pas de trop creuser chacune des relations ou des pôles, c'est d'avoir brosser un premier portrait général, mais complet. Donc, ici, j'ai dû poser à Marie-Josée plus de questions lorsqu'elle me parlait de sa situation pour savoir la place de la créativité dans le programme Arts et lettres, option théâtre. J'ai appris qu'il y a un fil conducteur qui est processus de création dans le programme et qu'en particulier, la compétence concernée dans son cours, c'est réaliser un projet de création. Et il y a une compétence qui est préalable à celle-là où les étudiants apprennent à utiliser des outils, des techniques de création. Donc, en lien avec le processus créatif, entre autres pour la constitution du personnage que certains vont incarner sur scène. Vous voyez dans l'axe relation d'apprentissage qu'il y a une petite difficulté qui a été identifiée par Marie-Josée. Je dis petite, mais disons grande. Les étudiants ont de la difficulté à s'auto-évaluer. Ils ont tendance parfois, lorsqu'elle leur demande de porter un regard critique sur eux-mêmes, ils ont tendance à répéter ce qu'ils ont entendu de la part de l'enseignant. Donc, elle se demande là, comment les amener plus loin et avoir une lecture plus réaliste et personnelle de leur propre évolution. Voyez-vous qu'il nous reste un axe dont on n'a pas parlé, la relation didactique à votre gauche, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. La question principale qui ressort, qui résume sa préoccupation, et vous comprenez bien qu'on a choisi ce cas parce qu'on pense que ça rejoint aussi vos préoccupations si vous êtes là aujourd'hui, c'est comment évaluer la créativité, quelles sont ses manifestations, sur quoi on peut mettre l'accent, qu'est-ce qui a le plus de poids?
Et est-ce qu'on évalue l'effort? Est-ce qu'on évalue le talent? Jusqu'où on va dans l'évaluation de la créativité? Excellent. Merci beaucoup, Annie-Claude. Nous sommes justement déjà à l'étape 2, qui est l'étape de comprendre, et c'est le moment aussi d'utiliser enfin les tableaux de questionnement didactique qui se retrouvent dans l'article et aussi dans le tiré à part. Enfin, dans l'article, j'attire votre attention sur la page 16. Ça va être très utile pour vous lors de cette partie-là que Annie-Claude et moi, on va amorcer avec un dialogue et que vous allez participer par rapport au tableau blanc. Donc, je demande à Nicole justement de commencer le tableau blanc. Vous avez une idée de questions que vous voulez qu'on pose ou si Marie-Josée était là, on pourrait poser à elle. Alors, on vous suggère de l'écrire juste le numéro dans le Q&R. Alors, comme je disais tantôt, on va rentrer par le matériel didactique. Et par exemple, une des premières questions qu'on a pensé à poser à Marie-Josée, c'était des questions concernant son matériel. Entre autres, il y a une question 4.5 qui demande enfin, est-ce que le matériel qui est créé, puis le matériel, ça inclut bien sûr les grilles d'évaluation, est-ce que ça donne aux étudiants une bonne idée de la façon qu'ils vont être évalués? Donc, évaluer. Est-ce que ça veut dire, est-ce que le vocabulaire utilisé, ça leur parle? Est-ce que c'est assez précis? Est-ce qu'on comprend justement sur quoi l'évaluation va reposer? Est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser le matériel pour progresser de façon autonome? Parce que tantôt, on a vu que les étudiants ont tendance des fois à répéter la rétroaction du prof, puis on s'est demandé, mais est-ce qu'il manque certains apprentissages au niveau des critères et des observations à faire? Pendant qu'on est dans le matériel aussi, on peut poser à Marie-Josée, et on l'a fait, toute la question sur le 4.12, c'est-à-dire quelles sont les forces et les points à améliorer dans ces grilles. Et c'était intéressant, ça, parce que quand on a parlé avec elle, elle avait justement mentionné qu'elle avait une forme de malaise, pas avec toutes ces grilles, mais avec certaines parties de ces grilles, elle n'était pas tout à fait à l'aise. Et ça, c'est intéressant de creuser pourquoi. Annie-Claude, qu'est-ce que tu en dis? Exactement, c'est le point de départ de la discussion qu'on a eue avec elle et que vous avez peut-être, vous participants, des fois on a de la difficulté à utiliser nos outils d'évaluation. Certains termes, par exemple pertinence, cohérence, complétude, peuvent vouloir dire différentes choses pour nous et pour les étudiants. Encore davantage si on utilise le matériel, des fois, qui nous vient d'un collègue qu'on n'a pas eu l'occasion de s'approprier. Donc, on est entré dans le questionnement par cette voie-là. C'est pour ça que ça s'appelle les entrées. Mais vous doutez bien qu'on a fait le tour du modèle au complet. Et la question qu'on se pose, Angela, nous amène déjà à l'entrée 1, parce que quand on posait des questions sur le sens des mots, ça nous a amené à parler du sens de la créativité. Qu'est-ce que la créativité en théâtre? Ce que Marie-Josée nous a dit, puis à la fin, en passant, on va vous communiquer les conclusions de sa réflexion à la suite de nos échanges, c'est que la vision qu'elle a de la créativité ne semble pas tout à fait correspondre avec celle des étudiants. Pour elle, c'est prendre différents éléments et les organiser, les amalgamer d'une façon nouvelle. Ça peut être pour la création d'un personnage comme pour la création d'un décor, et ça peut s'appliquer à plusieurs des domaines que nous avons avec nous aujourd'hui. Et cette définition-là ne correspond pas parce que les étudiants, pour eux, la créativité artistique, c'est appliquer la vision de quelqu'un d'autre. Ils semblent avoir cette vision-là depuis longtemps, et ils ne voient pas l'importance de la prise de risque, de l'exploration, du droit à l'erreur aussi en créativité, puis de ce qu'on peut faire avec nos erreurs, comment les utiliser dans notre processus créatif.
Tout à fait. Et ça, même, ça ouvre la porte aussi à l'entre-toi parce que tu parles justement des étudiants et leur point de vue et leur rapport avec la créativité puis qu'est-ce qui se passe en théâtre. Mais justement, la question 3.5 dans l'entre-toi, quel est le comportement des étudiants lorsqu'ils sont devant une difficulté ou une erreur en contexte de créativité? Comment se sentent-ils? Qu'est-ce qui les empêche de performer? Comment ils peuvent apprendre de ces erreurs, de leurs erreurs? Donc, ce sont des questions fort intéressantes, là. Et Marie-Josée, justement, nous a parlé longuement aussi sur cette partie-là. Si on y va justement, parce que suite à son matériel, suite justement sa définition de la créativité pour elle, on est allé ensuite dans l'entrée 5 avec elle parce qu'on lui a posé plus spécifiquement, mais par rapport justement à ta conception de créativité qui portait beaucoup sur le processus, on a posé la question, qu'est-ce que tu veux réellement évaluer dans ce cours? Est-ce que c'est plutôt le produit créatif, plutôt le processus, plutôt la personne ou le propos? Si c'est une combinaison, c'est combiné comment? C'est-à-dire, quelles sont les pondérations à donner? Et comme on est en situation de performance, donc elle a des observations à faire sur le vif, on est en théâtre, ça amène toute une autre difficulté. Et on peut aussi penser et réfléchir sur toute cette idée-là, jusqu'où le résultat créatif, jusqu'où qu'il faut mettre tant de pondération dans la balance. Parce qu'on sait très bien que lors de la performance, des choses peuvent se passer qui ne sont pas, qui n'indiquent pas enfin la performance qu'il y a eu pendant le processus. Donc, il y a tout ça aussi à comme considérer et à dire qu'est-ce qui est plus important dans son cours. Donc, une des questions déjà dans les stratégies, l'entrée 5, bien sûr, c'est la 5.2. La 5.2 qui porte, comme j'ai dit, sur les 3 P. La 5.11 qui porte sur les critères et la 5.12 qui porte sur la pondération. J'ai vu tantôt, justement, j'ai vu ça vite parce que là, je regarde en même temps le chat et je regarde les numéros qui passent. Malheureusement, je n'ai pas le temps de lire les questions, mais quand les gens écrivent les numéros, je suis capable. Puis j'ai vu quelqu'un qui justement pointe à la question 2.2. Donc, il nous mène dans une autre entrée qu'on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas, Annie-Claude, est-ce que tu aimerais ouvrir la table sur ça? Quelle est la question 2.2? Oui, la question 2.2, Angela, c'est quels sont les concepts, les démarches, les techniques pratiques ou les attitudes essentielles, les attitudes professionnelles, par exemple, qui sont à maîtriser en matière de créativité dans mon cours? Donc, c'est certain que cette question-là, on ne pourra pas passer à côté, là. On est entré par des outils d'évaluation, on s'interroge sur la compréhension des termes, la vision que différents collègues qui enseignent en théâtre peuvent avoir de ça. Dans l'entrée 1, c'est vraiment le bagage professionnel de chacun, puis comment il influence notre enseignement. Et les élèves, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme préconception, comme difficulté, pour en venir à l'étape de la stratégie, parce que tu l'as bien dit, on en est venu avec Marie-Josée à questionner sa stratégie globale d'évaluation. Mais tout ça, on ne peut pas le faire en passant à côté de l'entrée 2, étant donné qu'on a des programmes qui sont définis par le ministère et parfois par d'autres organisations externes au cégep. Je pense aux programmes qui interagissent avec Transport Canada ou Agrément Canada ou des ordres professionnels. Donc, entrée 2, on va y aller, allons-y. Quels sont les concepts à maîtriser par un novice dans le domaine? Là, on a un défi, Angela, parce qu'un novice dans le domaine, on est dans un programme préuniversitaire ici. On sait que les étudiants se dirigent dans différents programmes. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme point de repère? C'est vaste, mais en même temps, en parlant avec Marie-Josée, on a vu que peu importe le talent de l'étudiant, peu importe
sa destinée professionnelle, c'est certain que de développer une certaine expérience avec le processus créatif, que ça va être transférable dans différents contextes. La nature du produit va changer. La production créative va changer. On a eu l'exemple d'architecture tantôt, si on parle d'un plan, dans un cours de projet. On a l'exemple d'une production théâtrale. Le produit change, mais le processus, lui, continue de se ressembler d'un domaine à l'autre. Et le propos que l'étudiant peut apprendre à élaborer sur son processus et son produit aussi. Donc, en discutant avec elle, on a vu que la créativité, c'est un fil conducteur dans le programme et qu'il y a un cours qui est préalable à celui-là aussi. Donc, c'est important d'aller réactiver certains apprentissages que les étudiants ont fait sur le processus d'ailleurs, parce que la compétence préalable, c'est celle où ils développent une aisance avec des outils créatifs. Donc, je pense qu'on a des pistes là. Tout à fait. Et si je peux, Annie-Claude, justement par rapport au préalable et par rapport aux techniques et stratégies, etc., je trouve qu'un des pièges qu'on a comme professeur, c'est des fois on oublie que les étudiants sont en apprentissage. Ils ne sont pas aussi experts que nous. Et pour nous, c'est intégré. Autant toutes les habiletés du domaine et tout ça, autant les critères d'évaluation sont souvent intégrés parce qu'on a déjà travaillé souvent avec ça. Mais pour les étudiants, ça ne l'est pas. Et c'est cet aspect-là de rendre explicite quelque chose qui est implicite pour nous. Justement, dans l'entre-deux, en parlant là, de documents sources, ce qu'on a fait, enfin, avec Marie-Josée, on avait demandé à un moment donné qu'elle nous partage ses grilles et aussi son plan de cours. Et on a fait des belles découvertes. On a fait des découvertes parce que son devis est très bien élaboré et la compétence qu'elle a dans son cours, le tableau qui enfin expose là, les objectifs et les standards, c'est vraiment très, très... ça allume beaucoup, c'est-à-dire ça donne vraiment beaucoup d'informations et ça a fait du bien, enfin, avec Marie-Josée, de revoir ces éléments-là avec elle. Et je crois qu'on pourrait peut-être prendre un petit moment pour vous montrer très rapidement, puis je répète que ça, c'est un des documents que vous allez recevoir. D'abord, on a fait toute une découverte au niveau de l'énoncé de compétences et l'énoncé de la cible d'apprentissage du cours. Enfin, c'est que la compétence, on le voit bien au milieu, réaliser un projet de création, mais dans la cible qui, je crois, est-ce que la cible est là? Oui, se produire devant public, bon, avec ses collègues, etc., puis revenir, puis évaluer le spectacle par la suite. Mais curieusement, on ne voit pas le mot processus démarche et on voit peut-être moins aussi, enfin, tout le côté production. C'est sûr que c'est peut-être implicite, mais ça sera déjà un premier point pour cette équipe programme de peut-être regarder puis être bien sûr, est-ce qu'on est enligné sur le processus de création que dans tout le plan de cours, ça semblait être vraiment le point central. Et si on y va un petit peu plus loin à la deuxième page, j'aimerais parler un petit peu là, du tableau, puis je prendrai vraiment très peu de temps, mais je pense que ça vaut la peine parce que cette compétence qui a été élaborée pour le programme Arts, Lettres et Communication Option Théâtre, mais curieusement, là, elle peut s'appliquer à beaucoup de contextes. Donc, mettez justement les antennes là, à regarder un peu parce qu'il y a des critères de performance qui peuvent très bien inspirer d'autres domaines ou dans d'autres situations et d'autres contextes parce qu'enfin, on parle d'un projet de création. Oui, ce que tu dis, Angela, c'est une bonne piste, hein, parce que, évidemment, beaucoup des participants aujourd'hui ne sont pas en théâtre, mais on a regardé ces critères de performance-là, ils sont transférables à beaucoup de domaines. Alors, on a une marge de manœuvre hein, comme prof et conseiller lorsqu'on interprète un devis ministériel. Donc, dans votre devis, celui qui vous intéresse, vous pouvez aussi utiliser celui-ci dans votre interprétation des compétences. Justement, si on y va au premier élément,
où on demande d'agrandir un peu le document AnyCloud. J'aimerais parler du premier élément de compétence qui s'appelle concevoir le projet. Ici, pour moi, là, on voit 4 critères de performance classiques là, qui sont en lien avec le processus. Donc, définition claire de sa vision, efficacité de processus d'idéation. On est clairement dans les phases du processus, puis peu importe le domaine, là, parce que des fois, il y a des processus, bien sûr, un petit peu différents d'un domaine à l'autre, mais il reste qu'on peut, avec ce vocabulaire-là, parler enfin du processus ou de la démarche créative. Réalisation d'ébauches probantes, ça c'est le 4e là, dans cet élément-là. Ça fait justement référence à la génération des idées, mais la génération d'idées pertinentes, diverses, élaborées, originales. Donc, on voit aussi cette complexité-là, les choix judicieux de sources de références variées, justement tout le contexte d'utilisation des connaissances et des savoir-faire du domaine, les préalables, toutes les stratégies, que ce soit des stratégies, des techniques de créativité ou toute autre stratégie vraiment typique là, du domaine. Si on y va au 3e élément qui s'appelle mettre en œuvre le projet, ici, ce qui est vraiment intéressant, on voit beaucoup de critères de performance qui sont liés au comportement. Donc, à la personne, vraiment la personne créative. Puis même en créativité, comme dans n'importe quel contexte, il y a certains comportements qu'on souhaite voir, qu'on souhaite enfin que les étudiants démontrent, qu'ils apprennent aussi. Et il faut aussi les enseigner, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Mais toute l'idée de l'organisation efficace du travail, exercice approprié de ses responsabilités, gestion efficace du stress, on voit comme des comportements typiques là, qu'on va voir, puis que ce soit en théâtre ou en d'autres, on travaille souvent avec des échéanciers et des délais. On ne peut pas demander là, une extension en créativité, là, on n'a pas le droit de faire ça. Quand on a un délai, on a un délai, il faut arriver là. Puis ça s'applique, Angela, à plusieurs autres domaines, encore une fois. Encore une fois. Et regardez, il y a un très, très, très beau critère de performance, ajustement continu tout au long du travail. Ce critère, je l'aime bien parce que non seulement que ça fait appel à un comportement adopté, c'est-à-dire de se regarder, de développer la capacité de l'introspection, d'observation, de regarder qu'est-ce qui se passe, mais c'est aussi d'agir par rapport à ça. Et ça, on souhaite avoir ça chez nos étudiants. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est transférable vraiment à d'autres domaines. Je vais aller un petit peu plus rapidement. Je vais aller à numéro 5, l'élément numéro 5 que je trouve vraiment fabuleux, faire un bilan de sa production. Ce qui est intéressant ici, on voit tout le P qui s'appelle le propos de la personne créative. Donc, c'est vraiment toute son introspection, son interprétation, son appréciation, mais après coup. Et ça, je crois que dans ces domaines-là, surtout dans les domaines de performance, après une démonstration, tu sais, mettons l'étudiant, démonstration à faire, il y a une simulation à faire, s'il peut le revoir, si c'est quelque chose qui est filmé, puis il peut le revoir et puis appliquer ces types de critères-là, bien sûr, il s'agit d'avoir la bonne tâche qu'on va demander à l'étudiant, d'avoir le bon moyen, de quelle manière qu'on va ramasser ou recueillir les traces pour pouvoir porter notre jugement. Mais ensuite, on a vraiment des très beaux critères ici. Évaluation judicieuse de l'adéquation entre le rendu et la vision par rapport à justement comment ça s'est passé. Et appréciation de ses forces et faiblesses, un peu comme ce qu'on a dit tantôt. Donc, on voit, je sais que je fais ça très rapidement, vous allez pouvoir regarder vous-même ce document à tête reposée par la suite, mais je pense qu'il n'y a rien qui empêche qu'on s'inspire un peu de ces éléments-là pour pouvoir justement regarder nos propres contextes par la suite. Oui, Angela, parce que les critères qu'on recherche, les manifestations impliquent quelque chose d'observable et mesurable. En tout cas,
une certaine mesure. Et ici, on voit bien que chaque critère, comme dans les autres devis ministériels, inclut une qualité recherchée, par exemple l'appréciation juste des forces et faiblesses. Encore ici, ce n'est pas l'exhaustivité qui est importante, mais la justesse, le réalisme. Alors, je pense que oui, on peut s'en servir dans différents domaines. Est-ce que vous êtes curieux de savoir justement la conclusion de Marie-Josée, comme on a eu l'entretien? Ça pourrait peut-être être le moment de regarder avec vous qu'est-ce qu'elle, enfin, elle a retenu. Donc, je laisse la parole à Annie-Claude pour cette partie-là. Oui, alors Angela, j'ai affiché à l'écran les actions envisagées par Marie-Josée. Alors, on l'a rencontrée tout récemment. Et puis, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle souhaite commencer par comparer les diverses représentations de la créativité qui existent entre elle et ses collègues de l'option théâtre, mais aussi se donner des outils pour aller mieux évaluer celle des étudiants. Alors, c'est quelque chose qu'elle peut faire dès ce trimestre, là, étant donné qu'on est encore au début là, du trimestre. Elle veut analyser le devis ministériel et l'interprétation de la compétence. Elle est consciente que le document était dans le plan de cours destiné aux étudiants, mais qu'elle n'en faisait peut-être pas l'usage maximal qui pouvait en être fait. Je dirais aussi là, que ce cours-là, il est vraiment apprécié des étudiants, puis les profs voient les étudiants faire des apprentissages super importants, mais en ayant des outils plus précis, mieux basés, davantage basés sur le devis ministériel, on va peut-être pouvoir les amener un petit peu plus loin, comme on disait, pour ce qui est là, de l'apprentissage du processus et de l'auto-évaluation de chacun, développer la conscience de soi. Ça demande donc de réviser les outils d'évaluation, les 3 P, les intégrer davantage. Elle nous a dit, hein, Angela, qu'elle était consciente après réflexion que les différentes évaluations dans le cours évaluent plusieurs fois la même chose et les comportements en classe, l'assiduité, le respect des échéanciers, apprendre son texte, ses répliques, tout ça, ça prend une place importante dans l'évaluation. Ce qui est correct, on parle ici quand même de manifestations d'attitudes importantes, mais quelle proportion? C'est ça la question qu'elle veut se poser en priorité. Ce qui l'amène à réviser sa stratégie globale d'évaluation et c'est certain que ça vaut la peine de temps en temps de la re-questionner en commençant par la fin, comme vous le savez peut-être, la planification, on gagne à la faire à rebours, à bien définir la cible de notre cours, où on veut les amener, les étudiants. Pensez à la tâche qui va être la plus adaptée pour évaluer cette compétence-là, qui inclut du produit, du processus et du propos. Et elle veut revoir ses évaluations formatives. Elle en a déjà plusieurs en réalité, puis les étudiants ont un retour régulier sur leur performance du prof, des pairs, et ils s'auto-évaluent, mais elle veut essayer de les rendre plus actifs, les amener à faire ça de façon moins automatique. Elle nous a dit, en fait, qu'elle veut leur apprendre à jouer, à explorer, à faire des choix, puis à se donner le droit à l'erreur. Ça revient encore une fois à l'importance de développer une certaine fluidité avec le processus créatif pour pouvoir le transférer à plein de domaines, puis à plusieurs domaines de nos vies personnelles aussi. Alors, donc, des conclusions qui sont nombreuses, comme vous voyez. Et là, ça amène à nommer peut-être un piège à éviter ici. L'enthousiasme au moment de réviser nos outils d'évaluation peut faire en sorte parfois qu'on se lance dans différentes directions. À cette étape-ci, agir, ce qui est important, on vous le recommande fortement, c'est d'y aller avec un ordre de priorité. Alors ici, on pourrait commencer par les deux premiers éléments pour ensuite aller voir la stratégie globale d'évaluation, le 4e, avoir une vue plus macro, pour aller enfin vers les évaluations formatives et les outils. Est-ce qu'on peut faire tout ça en un trimestre? Bien sûr que non. Donc, l'autre question, c'est celle de l'échéancier. Faire une chose à la fois, se donner des objectifs réalistes, s'assurer d'avoir les ressources qu'il faut pour ça. Est-ce que j'ai la disponibilité d'un collègue avec qui je pourrais me rencontrer, discuter? Est-ce que je donne un cours qui me permet d'aller tester mes nouveaux outils? Donc,
Se donner un objectif bien circonscrit avec des actions ou des moyens adéquats, puis les ressources qu'il faut pour y arriver. Sinon, on risque de s'essouffler. Ça m'amène aussi à vous nommer d'autres petits pièges à éviter quand on utilise un modèle comme le modèle pour le questionnement didactique. Alors, se perdre dans d'innombrables lectures sur le sujet, parce que tout à coup, on veut vraiment comprendre le fond de la question de la créativité, donc y aller modérément. Deuxièmement, ne jamais perdre de vue la cible du cours. C'est un défi, hein? Plus on avance en expérience comme prof ou formateur ou professionnel, plus l'écart avec le seuil d'entrée à l'université ou au marché du travail devient grand. Toujours aller vérifier ce que les étudiants savent vraiment. On a beau lire les grilles de programme, savoir qui ont tel préalable, qu'est-ce qu'ils ont retenu une fois l'été passé, sur quoi on peut miser, sur quoi on peut vraiment asseoir les nouveaux apprentissages, puis qu'est-ce qui a besoin d'être réactivé. Matériel didactique, si jamais il y a un réseautage qui se fait aujourd'hui et que vous échangez avec des collègues, évidemment, si on utilise le matériel d'un collègue, prendre le temps quand même de l'adapter à son contexte, même si c'est le meilleur outil possible. Et ça s'applique d'ailleurs, Angela, à tout ce qu'on partage aujourd'hui. Ce qui m'amène à dire que toute stratégie pédagogique ou d'évaluation, même celle dont on entend parler pendant des webinaires, c'est important évidemment de prendre le temps de l'adapter à son contexte puis de faire un changement à la fois. Voilà, Angela. Aurais-tu quelque chose à ajouter? Oh, je pense qu'il y en a assez. On est justement vers la fin là, du webinaire et j'aimerais vous ramener au début, puis encore une fois, désolée que ce n'était pas possible d'écrire. Enfin, je pense qu'il y en a qui ont eu la chance, mais peut-être d'autres qui ne l'ont pas eu, mais on va regarder ça par la suite, pas plus grave que ça. Matière à réflexion. Enfin, si ça vous tente justement d'embarquer dans ce questionnement didactique-là, revenez à votre réponse à la question, quelle est votre expérience en évaluation des apprentissages en créativité ou quelle est votre situation vécue personnelle? Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous a laissé dans une sorte de malaise? Et ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être lors de l'évaluation formative avec les étudiants, ça peut être par rapport aux grilles, ça peut être par rapport à la compréhension de la compétence, ça peut être tellement de choses. Et je vous invite enfin de poser cette deuxième question, de poursuivre le questionnement didactique. Est-ce qu'il y a des entrées ou des questions didactiques qui vous interpellent plus que d'autres? Donc, c'est intéressant de regarder ça. Il y a une chose aussi par rapport à ces tableaux-là. Je sais que là, pour le moment, là, ils sont élaborés dans un contexte de créativité. Mais on peut très bien retirer cette idée-là de contexte de créativité puis le remplacer par d'autres types de contextes. On pourrait traiter ces questions-là lors d'un contexte, par exemple, là, le jugement clinique ou pour un autre exemple, la pensée critique. Si on veut faire le tour, là, mais avec un autre objet à l'étude que la créativité, c'est possible. L'autre chose qu'on peut faire avec ces tableaux-là, c'est tout simplement enlever tout ce qui a référence à la créativité et se poser ces questions-là de façon plus globale au niveau de l'évaluation des apprentissages. Ça aussi, ça peut être un bel exercice. Mais encore une fois, on a d'autres conseils. Hein? Et les conseils, vous avez vu aujourd'hui, Annie-Claude et moi, nous avons enfin fait un dialogue, un entretien. Et la meilleure chose, c'est de ne pas rester seul. Pas rester seul avec vos réflexions juste à vous et de vous poser trop de questions seul. Enfin, c'est d'aller voir les autres. Le dialogue est aidant. Et que ce soit vos collègues, votre CP, un ami critique, et aussi il y a des ressources qui peuvent vous aider. On a certains qu'on a ajoutés justement dans nos PowerPoints si on y va justement au prochain. Si jamais vous intéresse un petit peu plus au concept du modèle de créativité, je vous suggère fortement la lecture de Phil Taw où elle donne plusieurs stratégies pédagogiques
par rapport à son modèle qu'elle a élaboré et dont fait partie son modèle. Enfin, c'est un modèle avec lequel j'ai travaillé dans mes travaux aussi quand j'ai fait ma recherche sur l'évaluation des apprentissages en créativité. L'autre flèche que vous voyez sur cette diapo, c'est vers un article de Leduc et Belzile qui parle d'évaluer les apprentissages en situation de performance. Mais on a parlé de théâtre tantôt, mais il y a danse, musique, éducation physique. Et même si on pense aux présentations orales, à des simulations, mettons une simulation d'entrevue, des démonstrations, peu importe, des démonstrations de savoir agir complexe, on éclate enfin cette idée-là. Ce n'est pas juste en milieu artistique, ça peut être dans tellement d'autres domaines. Donc, c'est à penser de comment transférer leurs stratégies d'évaluation qui sont fort intéressantes. Et en dernier, dans d'autres lectures, si vous voulez vraiment aller plus loin, j'ai aussi mes ressources, je vous ai donné deux titres ici. Là. Si vous voulez lire un peu plus sur les critères d'évaluation générique à déployer selon les 3P en contexte de créativité. Et ce qui est intéressant, le fait que ce soit générique, c'est en pensant à votre propre vocabulaire, c'est-à-dire le vocabulaire que vous utilisez, vous, là, dans votre contexte, il est possible de les reformuler, mais ça vous donne une piste avec laquelle vous pouvez jouer. Et bien sûr, en dernier, l'article de Annie Claude qui va un petit peu plus en détail au niveau de la démarche de résolution de problèmes en 3 étapes. Et wow, nous sommes à l'étape de vos questions. Là, je ne sais pas s'il y en a déjà là, dans le Q&R. On va demander justement à Nicole de nous revenir. Et Annie-Claude, peut-être tu peux le mettre à la dernière diapo parce que justement, ça sera le moment si vous avez des questions portant sur l'article dans la revue. Je pense qu'on n'est pas à la dernière. Merci Annie-Claude. C'est ça, c'est juste le sens. Voilà, c'est celui après. Oui, il y a une question qui a été posée dans l'espace, dans le module Q&R, mais reste qu'éventuellement, si les gens veulent commenter, parce qu'il y a aussi beaucoup de commentaires, vous le savez, dans l'espace de discussion, on pourrait peut-être permettre aux gens de pouvoir s'exprimer verbalement aussi. Les personnes n'auront qu'à lever la main. Cette fois-ci, elles peuvent lever la main et nous leur donnerons la parole. Mais la question que l'on posait dans le module Q&R, est-ce qu'on pourrait avoir des pistes d'autres sujets pour lesquels le modèle de créativité pourrait être utilisé? Vous en avez proposé quelques-unes. Est-ce que vous en avez d'autres à proposer? Je pense que, étant donné le nombre élevé d'enseignants de différents programmes au webinaire, je pense que les gens cherchent peut-être des pistes associées à des programmes là, pour lesquels ils sont plus concernés. Moi, j'aurais le goût de répondre à ça simplement. Pensez à votre domaine. Pensez comment ça se passe dans votre domaine, dans le milieu du travail ou dans le milieu universitaire, dépendamment si c'est un programme préuniversitaire ou un programme technique. Comment la créativité, la pensée créative est utilisée dans le domaine? Et ça, cette question-là, ça va vous guider à dire, enfin, comment je peux reproduire ces situations-là dans mon cours? Si j'y vais plus loin, parce que c'est difficile hein, de donner vraiment tous les exemples possibles pour tous les domaines, là, la chose enfin que je veux dire surtout, là, c'est la créativité, c'est quelque chose qui est recherché partout, dans tous les domaines, partout, pour résoudre des problèmes, pour innover, pour trouver des nouvelles idées. On a juste à penser au contexte dans lequel nous sommes avec la pandémie et comment différents milieux ont été projetés dans la créativité puis dans la création parce qu'il fallait répondre à des problématiques très rapidement. Oui, j'aurais le goût d'ajouter aussi, Angela, c'est peut-être, bon, je me souviens, à une certaine époque, on avait le réseau des répondantiques dont j'étais la responsable, avait mis sur pied un profil éthique des étudiants du collégial. Là, on se disait, mais oui, mais comment regarder ça pour y trouver des compétences? Dans les programmes d'études, on disait aux enseignants, regardez les compétences, les éléments de compétences, les critères de performance du programme dans lequel vous enseignez.
en mettant vos lunettes de créativité. Et là, vous regardez quels sont les éléments qui pourraient aussi, donc, parmi les compétences, éléments de compétences, il y a sûrement là-dedans des textes, des énoncés auxquels on peut effectivement associer le terme créativité ou quelque chose qui lui ressemble. Je pense que ça devient inspirant d'une certaine façon. Ça nous permet de nous approprier davantage aussi le programme dans lequel on enseigne. Merci beaucoup, Nicole. C'est complémentaire justement à ma réponse, non seulement de regarder du côté du domaine, mais de regarder bien sûr dans les documents sources du programme d'études, en espérant qu'il y a des devis qui sont élaborés suffisamment pour donner quelques indices. Là, je vois le temps, hein, Nicole, on est déjà rendu à 12h45. Alors, si des gens veulent continuer, veulent pas clavarder, mais poser des questions ou commenter en s'exprimant verbalement, nous vous invitons j'aimerais tout d'abord vous remercier, premièrement, pour ce webinaire qui était d'une grande qualité, malgré quelques difficultés technologiques. Je pense que vous avez très bien rendu le contenu du propos de façon fort accessible. C'était clair, c'était structuré, c'était imaginatif et c'était très riche. Alors, si vous désirez donc, chers participants, poser vos questions ou commenter de façon verbale, nous vous invitons à cliquer, à lever la main et nous vous donnerons le droit de parole. Et entre-temps, bien sûr, vos commentaires dans l'espace de discussion sont toujours appréciés, que ce soit des commentaires d'appréciation ou des commentaires liés au contenu. Merci aussi à tout le monde, s'il y en a qui partent tout de suite, et je lance aussi la même invitation pour ceux qui veulent rester, on peut rester et on peut répondre à vos questions. Peut-être Annie-Claude, si tu veux, on peut aussi on peut arrêter le partage du PowerPoint, voilà. Et s'il y en a qui veulent prendre la parole, on est là. Reste que les remerciements se multiplient, Angela et Annie-Claude. Alors, pour le moment, personne n'a levé la main. On peut rester encore une minute. Je vais dire que c'était un exercice créatif pour nous, Angela, de préparer ce webinaire. On peut le dire, hein? On a chacun l'habitude de travailler avec certains modèles. De ton côté, l'évaluation de la créativité, l'utilisation des 3P. Et pour ma part, j'ai travaillé plusieurs années avec le groupe de travail pour le développement du modèle de questionnement didactique. Et j'ai trouvé qu'en mettant en commun ces deux modèles-là, ça amène des perspectives nouvelles. Donc, je vois ça comme un exercice créatif qui correspond à la définition de Marie-Josée, où on prend des éléments, on les associe d'une manière nouvelle et on explore les nouvelles possibilités que ça ouvre. Il y a une question qui est posée, tu permets, Annie-Claude? Oui. Est-ce que la question du concept du talent a été confrontée dans votre intervention auprès de l'enseignante en théâtre? C'est une bonne question, ça. Si ça a été confronté, si on l'a abordé avec elle, j'imagine que c'est ce qu'on entend par confronter. Oui. Comment on pourrait résumer ça, Angela? Je crois que qu'est-ce qui arrive avec le talent, c'est que ça dépend, c'est quoi nos croyances en créativité. Parce que si au départ, on a des croyances qui vont faire qu'on se dit, il y a des personnes qui ont du talent, il y en a d'autres qui en ont moins, et on se dit que c'est difficile à apprendre ou c'est difficile à développer. Je ne dis pas qu'on développe le talent, mais on peut développer des outils pour se développer nous-mêmes. Et c'est cette croyance-là, pour moi, qui va faire qu'on va peut-être mettre moins d'importance sur le talent comme tel, mais sur qu'est-ce qu'on fait pour se développer, pour s'améliorer. C'est sûr qu'avec le professeur, bon, on a eu quand même une bonne discussion, mais on avait des croyances différentes, je pense. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est à chacun de faire son chemin. Ouais. La grande question, en fait, là, où on avait des croyances peut-être différentes, c'est est-ce que ça s'apprend
ce qu'on recherche sur scène, l'aisance sur scène, est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce que n'importe qui peut l'apprendre? Et ça rejoint, je pense, Angela, l'enseignement des attitudes professionnelles. Il y a certaines attitudes qui s'apprennent, d'autres qui sont plus difficiles à apprendre pour certains. Ça dépend de notre personnalité, de notre éducation, de notre bagage personnel. Mais en tout cas, le consensus dans le réseau présentement concernant les attitudes professionnelles, c'est qu'il y a une bonne part qui peut s'apprendre parce qu'on les enseigne et on les évalue. Et qu'est-ce qu'on veut voir? Ce sont des comportements qui montrent que l'étudiant a du respect pour le patient, par exemple, qu'il a des comportements qui montrent une coopération avec ses collègues, c'est le travail en équipe. Donc, c'est de nommer les comportements qui sont la manifestation du talent. C'est ça le plus important. Puis de créer des situations où l'élève est appelé à les manifester. Et au bout du compte, ce sera à lui à se rendre compte si sa place est dans l'univers artistique du théâtre ou pas. Ils ont encore toute une vie devant eux. On sait que développer des compétences, c'est tout un défi parce que c'est l'apprentissage d'une vie. Et nous, on est là pour une étape cruciale, mais une étape parmi d'autres. Hein? Il y a 2 personnes qui ont levé la main, puis j'aimerais répondre aussi aux commentaires de Marie-Claude Vallerand qui dit « Le talent n'est pas inné, selon moi. » C'est pourquoi je remets en question le rapport avec cette notion. Je me dis, un peu, c'est comme quand on apprend, plus on apprend à apprendre. Est-ce que c'est ça aussi, d'une certaine façon, de la créativité? Plus on apprend à exercer sa créativité, plus on a de chances de devenir créatif, d'être de plus en plus créatif, d'une certaine façon. C'est bien dit, hein? Il y a Serge Caron qui avait levé la main. Alors, Serge, vous avez le droit de parole. J'ai participé il y a maintenant 2 ans à la rédaction du nouveau programme en théâtre production et il y a une compétence auquel j'ai participé particulièrement qui s'appelle « Exploiter son potentiel créateur ». Et pour moi, exploiter est devenu la clé de toutes mes réponses pour l'évaluation. C'est l'important, ce n'est pas pour moi tant le résultat que le processus d'exploiter son potentiel créateur. Voilà. Merci. Angela est d'accord. Très d'accord. Et je pense que comme notre mission comme enseignant, ça devrait être centré sur ça. C'est comme ça qu'on va aider les étudiants. On va les aider à devenir des citoyens de demain, une fois qu'ils sont sûrs, soit à l'université, soit au marché du travail. C'est en exploitant justement tout leur potentiel créatif. Oui, puis ça nous amène à la question de la progression. Chacun part d'un point différent et peut avancer. Donc, le processus, la progression. Merci, M. Caron, pour cette information. Oui. Il y a Anne-Louise Blain aussi qui serait prête à s'exprimer. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. C'était très intéressant. Je suis, à titre de conseillère pédagogique, appelée à accompagner sous peu une équipe qui revoit le cours porteur de son épreuve synthèse et pas forcément l'épreuve synthèse proprement dite. Et on est vraiment à travailler avec les 3 P que vous proposez là, en créativité. Puis je me demandais, puis ma question, j'ai du mal à la poser parce que ce n'est pas encore tout à fait clair pour moi. Comment lier l'analyse de l'objectif ministériel au fameux questionnement que vous proposez? C'est-à-dire que est-ce qu'on y va par les différentes entrées, donc qu'on regarde cet objectif ministériel sous le regard du professeur face au savoir, ou est-ce qu'il ne nous faut pas avoir un exercice sur le savoir lui-même d'abord? Je ne sais pas si c'est trop... je ne veux pas intellectualiser la chose, mais j'aimerais pouvoir départager ce qui appartient à l'objectif ministériel proprement dit et aux perceptions de chacun. Puis là, je parle de perception volontairement parce que l'objectif ministériel, c'est créer une œuvre personnelle et je trouve qu'il prête à une certaine analyse perceptuelle au lieu qu'elle soit bien objective. Merci pour la question. En fait, l'entrée dans le questionnement peut se faire dans un sens ou l'autre, comme on disait tantôt. Ça, c'est certain. Il n'y a pas une règle à suivre. Le modèle, on peut se l'approprier et l'utiliser selon le contexte.
Maintenant, l'objectif ministériel, ça fait vraiment partie des questionnements dans l'entrée 2. Les savoirs à enseigner, on ne peut pas passer à côté, c'est notre cadre de travail. Mais il y a place à l'interprétation. Puis je ne sais pas si je lis à travers les lignes en disant que au table programme, quand vient le temps de discuter de ça, bien, les interprétations de l'objectif ministériel sont multiples. Oui. Et ce modèle-là peut nous aider à structurer les discussions. Ça, c'est jamais parfait, mais ça peut nous guider. Parce qu'autour de la table, les arguments vont fuser pour dire je pense que ça veut dire telle chose, on peut les amener jusque-là. Moi, je vois plutôt qu'il faut mettre l'accent sur telle autre chose. Alors, à chaque fois, quand la personne amène un point de vue, on peut lui demander quelle est sa source, puis s'entendre avant même de lancer la discussion sur les sources qu'on juge valables pour les choix qu'on va faire. Donc, en disant, oui, on peut se référer à notre expérience professionnelle. Tout le monde autour de la table n'a pas la même en table programme. On peut s'y référer. Est-ce qu'on les prépare pour tel milieu, tel autre milieu, le travail dans une ville en particulier ou à l'échelle du Québec, où on les prépare à travailler à l'international? Ce sont toutes des questions à se poser, ça, dans l'entrée 1. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais, moi, comme prof de la société, des besoins de demain? Qu'est-ce que mon bagage professionnel me dit sur ça? Mes lectures à titre de citoyenne. Donc, l'entrée 1, là, c'est quand on ouvre le livre de notre bagage personnel et professionnel comme prof. Et c'est une bonne référence parce que ça nous aide à interpréter les devis ministériels. Et les collèges ont l'autonomie pour les interpréter. C'est pour ça que les programmes ne nous sont pas donnés avec des contenus essentiels tout déterminés. Donc, l'entrée 2, on peut l'explorer à l'aide des réponses qu'on trouve dans l'entrée 1, en faisant référence à notre vécu. Puis aussi l'entrée 3, on va voir autour de la table programme des collègues qui vont parler de ce que les étudiants trouvent difficile, de ce qui est particulièrement long pour eux à apprendre. Par exemple, la créativité, on sait que ce n'est pas facile pour les étudiants de trouver la posture qu'on leur demande d'avoir, où ils peuvent explorer, prendre des risques. Donc, ça va prendre du temps. Si on veut vraiment qu'ils la développent, on peut se donner la chance de le faire en s'assurant que cette compétence-là n'est pas vue dans un seul cours et qu'elle est vue sur l'espace de 2 ans, par exemple, si le programme est préuniversitaire. Donc, les questions dans l'entrée 3 vont nous aider à voir notre stratégie en équipe programme pour que les étudiants développent cette compétence-là. Parce que les compétences de plus haut niveau, ben, la créativité en fait partie et ça peut prendre plus de temps. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que ça ouvre justement une boîte de Pandore où est-ce que je me disais qu'il fallait probablement aller fouiller antérieurement. Exactement. Bien, merci. Oui, ça m'éclaire. On va aller à la dernière question qui a été posée dans le module QER et ensuite on va arrêter le webinaire. C'est une question de Marie-Claude Doyon. Est-ce qu'on doit évaluer l'effort ou l'engagement dans la réalisation d'un projet créatif? Est-ce que je commence, Annie-Claude? Tu vas peut-être vouloir. Je pense que une des premières choses qu'il faut faire, c'est de voir, selon justement les critères de performance dans le devis, est-ce qu'on voit d'abord là, des critères qui portent sur ces types de choses-là? Quand on parle de l'effort, on parle aussi là, de s'impliquer, on parle de participer, de collaborer avec les autres, d'être à l'heure. Il y a beaucoup de choses dans ça quand on parle de l'effort. Je pense qu'une des choses, comme j'ai dit, c'est d'aller voir, est-ce qu'il y a des comportements qui sont suggérés parmi les critères de performance? Là? Est-ce qu'il y en a qui font signe, qui sont sur le chemin de ça, mais qui le nomment autrement? Parce que le mot effort englobe trop d'affaires. Donc, ça, c'est une chose. Si on en trouve, bien là, qu'est-ce que ça veut dire là, dans notre cours? Comment ça rentre en ligne de compte au niveau de la tâche qu'on demande à l'étudiant? Quelle importance qu'on va donner à ça? Comment on l'enseigne? Comment les étudiants le mettent en pratique? Et donc, comment on va le nommer pour pouvoir porter un jugement sur ça? Et aussi, quelle trace qu'on va... Parce que dire, oui, je veux voir de l'effort, mais quelle trace qu'on va avoir
pour poser notre jugement. Et ça, c'est un comportement. Enfin, un peu à mes yeux, là, ça tombe, on est dans les attitudes. Hein? Et dans les attitudes, une des choses que je dis, puis je le dis dans l'article, pour les attitudes et les comportements, c'est bien d'avoir les deux perspectives, pas juste la perspective du professeur qui porte le jugement, mais aussi qu'est-ce que l'étudiant en dit? C'est quoi son retour réflexif sur ses comportements à lui? Qu'est-ce qu'il en dit? Et c'est quand on met les deux ensemble qu'on peut vraiment appuyer notre jugement par la suite, où on se sent plus à l'aise puis on se sent moins aussi là, comment je dirais, là, dans la posture du police. Tu sais, là, celui qui est là tout le temps à vérifier telle ou telle affaire, c'est de rendre les étudiants responsables aussi d'une part de cette évaluation-là et donc ça veut dire leur demander de faire des retours. Alors là, je ne sais pas si j'ai répondu ou non, mais... Bien, j'irais dans le même sens que toi, Angela. Puis peut-être que je terminerai en rappelant que ce qu'on évalue ne doit pas être un outil de gestion de classe, si je le formule à la négative, là, parce qu'on sait bien que les notes peuvent être motivantes pour les étudiants, mais d'évaluer la proactivité en classe, parce qu'on veut encourager les étudiants à être proactifs, ce n'est pas tout à fait de la voie à prendre. Ce serait plutôt de voir est-ce que l'effort est une attitude professionnelle, bien, par exemple la persévérance, l'autonomie. Est-ce que c'est rattaché à la compétence de mon cours? Et là, je crois que c'est rattaché à celle qu'on a regardée aujourd'hui, réaliser un projet créatif. Si on évalue le processus, il y a certainement une utilisation des différentes étapes dans le processus créatif et des erreurs, comme on disait. Donc, l'effort d'apprendre de ce qui nous arrive. Alors, si c'est rattaché à la compétence, oui. Et là, la clé, c'est de faire attention de ne pas être toujours en train d'évaluer l'effort des étudiants. C'est important qu'ils aient l'occasion d'apprendre qu'est-ce que c'est que l'effort, de faire des erreurs, puis de savoir à quel moment là, ils sont vraiment en train d'être évalués sur leurs efforts. Donc, tout ce qu'on évalue doit être enseigné, soit dans notre cours ou dans des cours préalables pour lesquels les étudiants transfèrent ce qu'ils ont appris, et qu'il y ait l'occasion d'apprendre pendant les 15 semaines de notre cours avant d'être vraiment évalués sur leur effort. Et j'aimerais juste ajouter, je vous encourage à trouver un autre mot que effort, parce que c'est trop global. Il faut rattacher, qu'est-ce que c'est ce comportement? Qu'est-ce que ça veut dire là, dans votre classe? Qu'est-ce que l'étudiant fait exactement? Là? C'est quoi? Et trouver aussi une qualité, parce qu'un effort, c'est quoi? Il peut faire n'importe quoi, puis on peut considérer ça un effort. C'est ça. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis. Donc, j'espère en tout cas que ça réponde à cette question-là. Nicole, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors, Marie-Claude a dit que la précision que vous avez apportée était très claire, que c'était très pertinent. Parfait. Ben, moi, je tiens à vous remercier toutes les deux. Les commentaires sont là pour en faire foi, pour la richesse de votre présentation. C'était très intéressant. Vous avez su faire preuve, justement, effectivement, de créativité pour s'adapter aux petits problèmes technologiques qu'on a rencontrés. Puis, j'aurais le goût de vous dire à la prochaine. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Merci pour votre présence. Merci et bonne journée.